La vie politique du Haut et du Bas-Canada de 1815 à 1830 est marquée par une série de tensions entre une élite qui veut davantage de pouvoir et le peuple qui veut davantage de démocratie. Vous avez d'ailleurs ici le tableau d'Eugène Delacroix qui se nomme La liberté guidant le peuple, qui a été réalisé en 1830 à la suite des Trois Glorieuses, un événement qui s'est produit en France sur lequel nous allons revenir un peu plus tard. Tout d'abord, le contexte du Haut et du Bas-Canada. Dans le Haut et le Bas-Canada, il existe une élite qui dirige le Parlement, qui dirige les conseils législatifs et exécutifs et qui est proche du gouverneur. Au Bas-Canada, on l'appelle la clique du château et dans le Haut-Canada, le Family Compact. Tout d'abord, qu'est-ce que la clique du château? La clique du château, tout d'abord, c'est un surnom qui est donné aux proches du gouverneur, des gens qui gravitent autour de lui et qui se tiennent littéralement au château Saint-Louis dans l'espoir d'obtenir davantage de faveurs, des postes importants ou encore des lois favorisant le commerce ou encore l'établissement d'institutions protestantes. D'ailleurs, qu'est-ce que veut la clique du château? La clique du château, elle désire l'abolition des lois civiles françaises, du régime seigneurial. La clique du château défend le libre commerce au sein de l'Empire britannique et s'oppose aux tentatives des Canadiens français d'obtenir plus de droits au sein de la Chambre d'Assemblée. Les députés du British Party, qu'on nomme également le Parti des bureaucrates, est d'ailleurs très proche de la clique. Parmi les membres de la clique, on va d'ailleurs retrouver James McGill et John Mawson, des hommes d'affaires, ou encore des gens de loi comme Jonathan Sewell ou Jacob Mountain, qui était un pasteur protestant. Il est intéressant de noter que ce même modèle-là se retrouve également dans le Haut-Canada, où la clique du château se nomme ici le Family Compact. Le Family Compact, donc, c'est un peu l'équivalent de la clique du château, et qui, eux, par contre, forment la majorité dans la Chambre d'Assemblée du Haut-Canada, même si dans la population, ils sont minoritaires. Ce sont généralement de riches hommes d'affaires. Le Family Compact est très conservateur et cherche à s'enrichir et obtenir des privilèges auprès du lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Mais par contre, ils ont une opposition dans la Chambre d'Assemblée qu'on appelle les réformistes. Les réformistes représentent la majorité de la population, mais forment la minorité au sein de la Chambre d'Assemblée. Comme leur nom l'indique, eux, ce qu'ils veulent, c'est davantage de changements dans la façon de faire de la politique. Ce qu'ils veulent, c'est des droits et des libertés pour la population. L'un des leaders des réformistes du Haut-Canada se nomme William Lyon Mackenzie, que l'on retrouve ici dans le bas de la diapo. Donc, la clique du château, le Family Compact, c'est un peu la même chose. On le voit d'ailleurs sur ce tableau-là. Donc, ce qu'ils veulent, c'est sensiblement la même chose. Mais la clique du château a quelque chose de plus. Il s'oppose aux Canadiens français, il s'oppose aux droits des Canadiens français. Au niveau du pouvoir, c'est vraiment la clique du château et la famille Compact qui dominent. Le gouverneur, les conseils législatifs et exécutifs, autant dans le Haut et le Bas-Canada, sont dominés par des conservateurs de la clique du château ou du Family Compact. Dans la Chambre d'Assemblée, c'est là qu'on retrouve des gens qu'on appelle les réformistes, ceux qui veulent des changements. Au Bas-Canada, ils sont représentés au sein du Parti canadien et dans le Haut-Canada, au sein du Reform Party, le Parti des réformistes. Ils vont donc s'affronter sur divers plans, autant dans le Haut que dans le Bas-Canada, mais pour l'instant, on va s'intéresser sur les querelles qui vont avoir lieu dans le Bas-Canada entre la Chambre d'Assemblée, donc le Parti canadien réformiste, et les membres de la clique du château. Une des querelles qui va revenir, c'est une dont on a déjà parlé en classe, qui est la querelle des subsides. On se souvient que les subsides, c'est l'argent qui sert à payer les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, elles, c'est la liste civile. La liste civile est proposée par les autorités supérieures, gouverneurs, conseil législatif, et les subsides sont fournis par la Chambre d'Assemblée qui doit voter pour lever des taxes et des impôts. La querelle des subsides va reprendre donc après la guerre de 1812, après le départ de Georges Prévost, entre autres parce que pendant cette période-là, donc de 1810 à 1830, 7 gouverneurs se succèdent au Bas-Canada avec des degrés de tolérance très divers envers les demandes des Canadiens français. Ça nuit grandement à la stabilité politique
Et donc, les Canadiens français qui dominent dans la Chambre d'Assemblée se disent, si on veut de la stabilité, nous devons contrôler le gouvernement, c'est-à-dire la liste civile et les subsides. Pour obtenir gain de cause, il est fréquent que la Chambre d'Assemblée retienne les subsides pour empêcher de débloquer le budget et ainsi réaliser des choses dans la colonie. C'est un moyen de pression que la Chambre d'Assemblée va utiliser à de très nombreuses reprises. Le gouverneur est bien sûr très insatisfait, peu importe qui c'est à ce moment-là, et le gouverneur et souvent les conseils vont répliquer généralement en rejetant la majorité, peut-être pas la majorité, mais une grande partie des projets de loi qui sont votés dans la Chambre d'Assemblée. On se retrouve donc devant une impasse où les projets de loi sont rejetés par le gouverneur et son droit de veto, et encore par la Chambre d'Assemblée qui retient les subsides qui empêchent la colonie de bien fonctionner. À partir des années 1820, on en rajoute une couche, avec la crise des douanes. La crise des douanes concerne tout simplement les droits de douane. C'est quoi les droits de douane? Les droits de douane, en fait, ce sont des taxes qui sont chargées sur les importations et les exportations, et c'est la principale source de revenus des gouvernements à cette époque-là. Donc, lorsqu'on embarque ou débarque une marchandise dans les ports en provenance de la Grande-Bretagne ou d'ailleurs, il y a une taxe qui est chargée et le gouvernement, ainsi, peut faire ses projets par la suite avec cet argent-là. Le problème, c'est qu'il y a seulement le Bas-Canada qui dispose de ports de mer. Donc, il y a seulement le Bas-Canada qui peut ramasser les droits de douane. Que fait le Haut-Canada? Bien, le Haut-Canada, qui ne possède pas de port de mer, bien, est dépendant du Bas-Canada pour lui envoyer une certaine somme pour qu'il puisse financer leur gouvernement et l'État de manière générale. Donc, cette situation de dépendance du Haut-Canada vis-à-vis le Bas-Canada déplaît fortement au Family Compact. Ces riches hommes d'affaires anglais ne veulent pas être à la solde de députés canadiens-français qu'ils considèrent bien souvent comme inférieurs. Donc, les députés du Haut-Canada vont arriver avec un projet pour régler tout ça, un projet d'union. En 1822, les députés conservateurs du Haut-Canada vont proposer une union entre le Haut et le Bas-Canada pour mettre fin à cette dépendance. Ce qui est proposé, c'est tout simplement de créer une seule chambre d'assemblée pour le Haut et le Bas-Canada, dans laquelle chacun des Canadiens enverrait 60 députés. Et par un ingénieux calcul, les Canadiens anglais se retrouveraient en majorité dans cette chambre d'assemblée. Les Canadiens français, même s'ils seraient majoritaires dans la population, deviendraient minoritaires pour tout ce qui est contrôle des lois, du budget et donc des subsides. Pour les Canadiens anglais, c'est donc une pierre deux coups parce que ça permettrait peut-être d'assimiler les Canadiens français plus facilement. Bien évidemment, les Canadiens français du Bas-Canada sont outrés de cette éventualité-là. Donc, c'est une pétition de pas moins de 60 000 noms, d'ailleurs, qui va être présentée par Louis-Joseph Papineau, un homme important dont on va reparler plus tard, qui va être envoyé au Parlement à Londres, qui va essayer d'empêcher à tout prix que tout ça se produise. Et voyant des troubles à l'horizon, le gouvernement britannique ne songe pas à imposer une union pour l'instant. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'on abandonne le projet d'union que les crises cessent. On a encore les crises des subsides, on a encore la crise des douanes qui est présente, on a encore des tensions entre les Canadiens français et les Canadiens anglais, le gouverneur, les conseils et tout ça. Et dans le Bas-Canada, un parti de Canadiens français va se former et qui va être un peu plus radical que le Parti canadien, et on parle ici du Parti patriote. Donc, en raison des conflits répétés entre le gouverneur, les conseils et la Chambre d'Assemblée, le Parti canadien durcit le ton, change de nom pour Parti patriote. Un parti patriote, qu'est-ce que ça fait? Ça défend sa patrie, sa nation. Donc, c'est une espèce de montée du nationalisme dont on a déjà parlé, qui est encore marqué ici, qui se voit seulement dans le nom de ce parti-là, mais également dans ses actions. Le Parti patriote, ce n'est pas seulement un parti nationaliste, c'est un parti libéral qui réclame davantage de démocratie. Par exemple, ils veulent que les gens du Conseil législatif et exécutif soient des personnes élues. Comme on l'a vu, il était également coutume à l'époque pour les partis politiques d'avoir leurs propres journaux.
Donc, le Parti patriote va fonder son propre journal dans lequel il va défendre ses idées, un journal qui s'appelle La Minerve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça se déroule dans un contexte international qui tend vers les révoltes, qui tend vers une volonté d'avoir davantage de démocratie. Le cas du peuple canadien-français n'est donc absolument pas un cas isolé à travers le monde. En effet, de 1815 à 1830, on appelle ça l'ère des révolutions. L'Europe va vivre au rythme du libéralisme politique, qui est la liberté, l'égalité et la démocratie pour tous, mais également d'un nouveau courant de pensée qu'on appelle le républicanisme. Le républicanisme, c'est d'avoir un gouvernement entièrement élu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ça? C'est la fin des rois, des reines et des empereurs. La France va réclamer justement la fin de la royauté, avec plus ou moins de succès, mais ils vont quand même se ramasser avec un roi au pouvoir très limité. Au même moment, en Amérique latine, à peu près tous les pays vont lutter pour obtenir leur indépendance. Qu'est-ce qu'ils veulent? De la liberté politique, mais également la fin de la soumission à la royauté espagnole ou portugaise. Même ailleurs dans l'Empire britannique, les colonies réclament davantage de droits et de libertés. D'ailleurs, ça va être le cas en Irlande. Sur la carte ici, on voit tous les endroits où il y a eu des révolutions un peu partout en Europe entre les années 1810 et les années 1830. À Paris, le peuple va se révolter et va chasser du pouvoir le roi Charles X pour le remplacer par Louis-Philippe Ier, un souverain qui va respecter les droits démocratiques de sa population. Les révoltes vont éclater d'ailleurs partout en Europe. D'ailleurs, la Grèce va obtenir son indépendance de l'Empire ottoman dans ces années-là. En Amérique aussi, comme je l'ai mentionné, les pays vont graduellement obtenir leur indépendance. Entre 1783 et 1830, presque toutes les colonies d'Amérique vont devenir indépendantes. Après les États-Unis et Haïti, ça va être le cas du Paraguay, de l'Argentine, du Chili, de la Colombie, du Pérou, des colonies espagnoles de manière générale et éventuellement du Brésil, ancienne colonie portugaise. C'est vraiment un mouvement de libération nationale encouragé par le libéralisme politique qui va se mettre en place. Le but de la décolonisation, c'est vraiment de se défaire des gouvernements qui sont considérés comme corrompus. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas au Haut et au Bas-Canada, où on trouve que la clique du château et le Family Compact corrompent le gouvernement. Donc, c'est dans ce contexte-là que les gens du Parti patriote, mais également les gens du Parti réformiste dans le Haut-Canada, veulent avoir des réformes, des changements, et même que du côté du Parti patriote, l'idée de l'indépendance commence à faire son chemin dans la tête des Canadiens. Mais tout ça, c'est une autre histoire.